Ce gouvernement-là, au fond, s'est lancé un triple défi. Ce gouvernement-là s'est dit, en matière d'électricité, il faut qu'on trouve une manière de donner à la France son indépendance, donc sa souveraineté, une vraie compétitivité. Au fond, la théorie selon laquelle le soleil et le vent allaient permettre de donner au monde l'énergie dont il avait besoin était la réponse. On est dans un rêve. Toute la doctrine bruxelloise. La doctrine de Bruxelles. Oui. En matière énergétique, a été conçue par les Allemands. Mais il y a eu la fascination bruxelloise, le fait de dire on ne peut pas ne pas. Mais l'Espagne est sortie de l'Europe Oui. Donc vous dites sortons de l'Europe de l'énergie. L'Espagne est sortie, le Portugal est sorti, ils se sont fait virer. Oui. Non ? Toxinologue, toxinolâtre et toxinophile. Dimanche, nous recevons, et je suis très heureux de m'entretenir avec lui, quelqu'un qui a eu avec l'énergie et la France ce que le CID avait avec Chimène. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que, vous savez, on a l'habitude de recevoir, en tout cas d'essayer de recevoir des gens qui savent de ce dont ils parlent, qui ont eu la compétence de ce dont ils parlent et surtout qui sont au cœur de quelque chose que nous voyons aujourd'hui, à la fois qui a été notre plus grande fierté et aujourd'hui notre plus grand sujet d'inquiétude. C'est quoi ? Eh bien, c'est l'énergie, c'est l'électricité, c'est tout ce que comporte cette espèce de, allez, quelque part, il faut le dire, de sang ou de lymphe de la France, qui a été la fierté, qui a été l'emblème de la souveraineté française et dont on se demande aujourd'hui où elle est, entre le nucléaire, les énergies dites renouvelables, et cette espèce d'extraordinaire doxa et de narratif qui, on a l'impression en tout cas, apparaissent de plus en plus loin du réel au fur et à mesure que l'ambiguïté de la situation s'épaissit. Henri Proglio, bonjour. Bonjour. Vous avez été, je rappelle, entre autres, président-directeur général de Veolia de 2002 à 2010 et d'Électricité de France de EDF de 2009 à 2014. Vous êtes toujours conseiller, vous faites toujours beaucoup de choses, vous avez écrit des livres. Et puis, moi, ce que j'ai envie de tracer avec vous, c'est quand même, sans remonter aux grottes de Lascaux, c'est cette formidable histoire de l'électricité. Je parle de l'électricité comme instrument de souveraineté, comme instrument évidemment de vie aussi, il faut dire, parce que sans électricité, on fait quoi ? On ne fait rien. Et je voudrais savoir, justement, retracer avec vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu l'ardente obligation du plan, du général de Gaulle, de Mesmer, de la volonté, effectivement, de faire une France souveraine, maîtresse, en tout cas, de ses ressources, de son énergie. Et puis aujourd'hui, cette espèce d'extraordinaire jungle où personne ne reconnaît plus ses petits. Alors, en fait, si on veut retracer cela, et vous avez été évidemment au cœur du réacteur, vous connaissez mieux que personne ce qui s'est passé, ce qui peut se passer, mais au fond, nous avons été à un moment donné, est-ce qu'on peut le dire, que l'électricité pour la France était comme l'air que l'on respire, pratiquement ? On peut le dire. Non, la question que vous posez est évidemment essentielle dans l'analyse qu'on peut faire de la situation. On ne peut pas dire, au fond, on découvre les sujets de l'énergie aujourd'hui, on est surpris. Non, on n'est surpris par rien. Tout a été anticipé, tout a été vu. Ça ramène évidemment longtemps en arrière, en 1946, à la fin de la guerre. Bien sûr. Quand la France, sortie de cette épreuve, s'est trouvée dans une situation de vulnérabilité et où, au fond, ce gouvernement, qu'on considérait comme provisoire d'après-guerre, tout à fait, dirigé par le général de Gaulle avec les alliés communistes qu'il avait à l'époque, bien sûr, s'est penché devant cette situation en faisant un constat simple, qui était au fond une évidence. C'est que la France devait s'industrialiser, c'est que la France avait pris du retard dans la modernisation du pays, que parmi les variables discriminantes, les paramètres essentiels qui allaient conduire à la réussite ou pas
l'énergie était au premier plan, parce que sans énergie, pas de vie. Puis l'économie, c'est l'énergie. Pas d'activité économique, c'est ce que j'allais dire, et pas d'industrie. Et donc ce gouvernement-là, au fond, s'est lancé un triple défi. Un défi étonnant pour l'époque de vision. Un, la souveraineté énergétique, sachant que la France, malheureusement, dans ce domaine, était très défavorisée, n'ayant pas de pétrole, pratiquement pas de gaz, en dehors de quelques ressources limitées de peau, et des ressources, encore faut-il le rappeler, en charbon bien inférieurs à nos voisins. Déjà à l'époque. Bien sûr. C'est ça, Qui a conduit le gouvernement d'époque, et bien sûr les besoins en gaz et en pétrole, qui a provenir que de l'importation. Mais ce gouvernement-là s'est dit, en matière d'électricité, il faut qu'on trouve une manière de donner à la France son indépendance, donc sa souveraineté, une vraie compétitivité. Bon, ce qui était extrêmement difficile à concevoir, et ça c'était, je dirais, la valeur ajoutée des communistes à l'époque, un contrat de service public, car c'est un service public. Bien sûr. Qui oui, c'est la dimension de service public, très importante. Absolument. Qui, dès l'origine, a été conçu comme étant partie intégrante du projet. D'accord. Avec comme corollaire que tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils résident, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur lieu d'habitation, aient droit à une énergie au même prix et avec la même qualité de service et avec, je dirais, un volume suffisant pour leurs besoins. Bon. Le dossier est sur la table et a conduit à une réflexion qui a mené très rapidement à un choix qui s'est orienté autour de deux axes, l'hydraulique et le nucléaire. C'est ça. Très vite, c'est arrivé très vite. Enfin, très vite. Ouais, très vite, d'accord. Très vite, parce qu'il n'y avait pas 36 solutions. Bien sûr. Alors, pour l'hydraulique, la France bénéficiait d'un relief qui permettait de concevoir des barrages et de réaliser d'énormes travaux à l'époque pour capter les réserves hydrauliques. Ça, on en avait. On en avait, il fallait encore les mobiliser, ce qui n'était pas facile. Oui, c'est vrai. Quant au nucléaire, on n'avait pas la compétence. Et donc, il a fallu se doter des outils nécessaires. Et ce qui a été conçu dès l'origine, c'est un centre de recherche qui était le CEA, pour acquérir la compétence, ou en tout cas identifier les compétences nécessaires. Un opérateur qui soit architecte ensemblier de l'ensemble. C'est comme ça qu'est née Électricité de France, par la nationalisation de tous les opérateurs nationaux, à quelques exceptions près. Coordination, centralisation des opérateurs, EDF. EDF, d'accord. Opérateur unique, responsable du service public, et architecte ensemblier au sens même bâtiment du terme, chargé de concevoir, de faire réaliser et de gérer le grand service, enfin le grand outil nécessaire à la production, à la distribution et la réalisation du réseau, avec une cohorte de conséquences en matière industrielle, c'est-à-dire tous les outils nécessaires à la réalisation, à la fois les génies civilistes, l'industrie lourde, qui étaient, je dirais, les éléments fondamentaux de réalisation des outils et des infrastructures nécessaires. D'accord. Restait à valider le choix technologique. Bon. Ça est allé très vite dans l'hydraulique. Dans le nucléaire, on a pas mal hésité entre les options, entre l'option aux légères ou aux lourdes. Et là, il y avait des paris industriels qui n'étaient pas simples. La Générale d'Électricité, à l'époque, grand industriel français ayant plutôt poussé en faveur de l'eau lourde. Et le choix du gouvernement s'est porté sur l'eau pressurisée, donc une autre technologie, après être passé par l'étape du graphite gaz. Enfin, on a un peu hésité, et je reconnais que l'outil industriel en a été la conséquence, c'est-à-dire qu'on a eu les premières centrales étaient au graphite gaz, comme partout un peu dans le monde, et puis ensuite on est passé à l'eau pressurisée.
On n'avait pas la compétence, donc on est allé la chercher là où elle existait. On est allé confier à Westinghouse. Ah, c'est Westinghouse qui a été le premier, oui, c'est ça. C'est Westinghouse intéressant. est venu apporter sa compétence. Bien sûr. Nous l'avons francisé. Et ce qu'on reproche aux Chinois, on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a francisé la technologie Westinghouse. Bon, voilà. Et on a créé la compétence en France. Et peu à peu, au cours des années, et les gouvernements, puisque au départ c'était le général et les communistes, ensuite il y a eu Georges Pompidou, et puis il y a eu un continuum politique, au-delà des vicissitudes de la vie politique française, qui a, au fond, traversé les âges, au fur et à mesure que se construisait l'outil. Et le qu'EDF construisait. Et le continuum dira, en tant que tel, de ce que vous avez décrit, a continué, c'est le cas de jusqu'à quand? Il a continué. En 1981, il y a eu une petite rupture politique. Mais, le président Mitterrand, enfin le candidat Mitterrand s'était fait élire avec un programme arrêtant le nucléaire. Et il s'est construit sous ces deux septennats les 2 tiers du parc existant. C'est-à-dire que dès qu'il a été élu, il a compris l'importance du sujet et il s'est adapté. Il a continué à considérer que l'intérêt de la France était bien. Donc lui n'a pas divergé dessus, il n'a pas changé de cap. Oui. Du tout. D'accord. Et c'est arrivé jusqu'à Jacques Chirac. Jacques Chirac, évidemment, a continué jusqu'à cette première cohabitation qui a marqué la première faille dans de ce continuum. Vous parlez de la cohabitation de Jospin. De Jospin, oui, c'est ça. Voynet. Qui a duré 5 ans, il faut le rappeler, oui. Voynet. Oui, c'est là où il Voynet, voilà. Ouais. Et, je dirais, la première offense à la stratégie française qui est venue des Verts, qui, au fond, n'avaient de Verts que cette espèce d'obsession antinucléaire. Bon, et d'où l'arrêt de Superphénix, qui a été la première entorse au programme nucléaire. On pouvait se dire, après tout, c'est le prix à payer pour éviter la catastrophe, mais ça a été la première entorse. Ah oui, ça c'était quand là, exactement le 80. C'était Attendez, juste attends, Jospin c'est arrivé Chirac 2005, non 1995, Jospin 97. C'est ça. Oui, puisqu'il est parti après. 97 jusqu'à 2002. Bon, donc ça a été la première entorse. Le plus grave est venu ensuite avec Hollande. Ouais. Quand, en 2012, pour des raisons électorales, le candidat socialiste a voulu créer une plateforme commune avec les Verts. Ouais. Et je me souviens de cette réunion nocturne. Moi, à l'époque, j'étais président d'EDF. Vous étiez président de l'EDF à ce temps-là. Et je suis devenu président de l'EDF en fin 2009. Ah oui, c'est ça, oui. C'était en plein dans votre présidence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, quel a été pour vous je ne dis pas le geste de rupture, mais en disant, voilà. Si, le geste de rupture, ça a été la campagne électorale de 2012. Ouais. Quand, lors d'une réunion nocturne entre les Verts et les Roses, ouais. Le chef de file des Verts étant Jean-Vincent Placé, et le chef de file des Roses étant Sapin, ouais. Au fond, en pleine nuit, le représentant du Parti socialiste propose à ses camarades la fermeture de 26 réacteurs nucléaires. De combien? 26. Ah oui, d'un coup. D'un coup. Carrément. Voilà. Les Verts demandent une interruption de séance, ça, je le sais par eux, sachant qu'eux voulaient demander l'arrêt d'un réacteur, pour le principe. Ouais, carrément, ouais. Et au petit matin, quand on sort le programme commun, il porte sur la fermeture de 26 réacteurs nucléaires. Ouais. Je suis président de l'Électricité de France. Je n'ai pas le droit d'intervenir dans la campagne électorale, parce que, bon, escalité. Mais j'ai 200 000 personnes qui, dans ce groupe, me regardent en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il répond pas, il réagit pas, il laisse faire. » Bon. À l'époque, il y a 200 000 personnes à EDF. Oui. Et donc, j'accepte une interview
du Parisien. Question des lecteurs. Ouais. C'est l'actualité du jour. Oui, bien sûr. La question des lecteurs porte là-dessus. Ouais. Et je dis, quelle erreur. On va sacrifier le nucléaire, qui est une des grandes forces de la France, un atout formidable, qui représente 1 million d'emplois, 250 000 emplois directs, 250 000 indirects chez les sous-traitants et 500 000 chez les électro-intensifs, qui ne sont en France que parce qu'on a l'énergie la moins chère d'Europe. Voilà la rupture. Et réaction à votre interview? Ma réaction, évidemment, je ne peux pas dire que j'ai reçu des félicitations des socialistes et du candidat qui a accepté une interview dans Le Point cette semaine-là, fin de semaine, pour dire si je suis élu, les deux premiers dont je couperai la tête, ce sera Squarcini et Proglio. Bon. Bon. Ouais. Mais enfin, j'avais rempli ce que je pensais être mon devoir. Et bon, je suis resté jusqu'à la fin de mon mandat, en fin d'année 2014. Mais il s'est passé quelque chose. Alors, le candidat a quand même compris qu'il fallait rectifier le tir. Il a compris que c'était un peu suicidaire, quand même. Il a compris très vite. Et donc, pour corriger le tir, il s'est dit, il a convoqué vite ses collaborateurs en disant « Quelle est la plus ancienne des centrales? Dites-moi vite. » Les mecs ont regardé Internet, ils se sont dit « Fessenheim. Bon, on va fermer Fessenheim. » Personne dans cet aéropage n'ayant connaissance du fait qu'on avait investi 2,5 milliards d'euros pour moderniser Fessenheim, qui était la plus moderne des centrales françaises et la plus sûre d'après l'autorité de sûreté nucléaire. Non, mais il faut rappeler, c'est ça, on a investi 2,5 milliards d'euros pour moderniser Fessenheim. Les deux réacteurs de Fessenheim. Et donc, il faut la fermer. Donc, il faut fermer. Il a pris l'engagement de fermer Fessenheim, qui n'a pas tenu, puisque quand je quitte EDF à la fin de l'année 2014, tout à fait en fin d'année, il me reçoit et je lui dis François, pas fermer Fessenheim. C'est une erreur magistrale. Elle est totalement modernisée. C'est un immeuble haussmannien dont on a gardé que les façades. Tout a été changé. C'est la plus moderne des centrales françaises, etc. Et il me dit Henri, je suis d'accord, il ne faut pas fermer Fessenheim. Et il n'a pas fermé Fessenheim. Oui, c'est ça. Alors, non, mais la décision de fermeture, c'était Macron? Oui. On a oublié ça, c'est très important. Hein. Moi, je pensais que c'était Hollande qui avait fermé. Non, c'est un engagement qu'il a pris, mais qu'il n'a pas, qu'il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, non, parce qu'il avait conscience du fait qu'il ne fallait pas le faire. Et donc, en fait, ce que vous dites, c'est que la fissure qui est devenue béante, ce sont les Verts. Absolument. C'est l'éruption des Verts dans la politique. Évidemment. Évidemment. Mais alors, écoutez, est-ce que vous avez eu, alors ça m'intéresse, Henri Proglio, vous avez eu j'imagine, le temps et les circonstances de discuter avec quelques Verts. Vous avez eu, ou pas du tout? Bien sûr. Bon. Certains d'entre eux sont parfaitement lucides. Non, mais... C'est quoi dans leur tête? Alors quoi, le nucléaire? D'abord, non, le nucléaire, ce qui les gêne, c'est les déchets nucléaires. Oui, enfin, on a vu que ça... Et c'est les risques. Oui, certes. Ce que je peux comprendre, au fond, tout est... Oui, bien sûr. Le nucléaire est une industrie extrêmement sûre, parce qu'il y a eu très peu d'accidents. En dehors de Tchernobyl, qui a été un accident fou, parce que, dont on connaît les circonstances. Pour le reste, Three Mile Island aux États-Unis a été un accident, mais pas très grave. Quant au Fukushima, le drame, c'est le tsunami, c'est pas la centrale. Le tsunami a tué 20 000 personnes. La centrale nucléaire a tué 2 personnes. Fukushima, on a essayé de faire passer ça. Non, les gens vous disent Fukushima. Non, Fukushima, c'est un petit accident. C'est un accident. C'est grave parce que le tsunami a coupé tous les réseaux. Que du coup, même la centrale nucléaire n'était plus équipée, n'avait plus d'électricité. Et donc, le refroidissement du cœur ne pouvait plus se faire, puisqu'il n'y avait plus de refroidissement. La centrale était à l'arrêt, puisque automatiquement, à la moindre secousse, les crayons sortent du réacteur, et donc la centrale était à l'arrêt. C'est pas un accident, c'est pas une explosion nucléaire, non, c'est une fonte du cœur, parce qu'il n'était pas refroidi. Bon, il y a eu des écoulements.
c'est rien par rapport. Enfin, c'est loin d'un drame. C'est loin d'un drame. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au Japon, les pêcheurs peuvent aller de nouveau pêcher dans les mers Fukushima. Mais alors justement, revenons en France. Et moi, la question. Non, en Europe, parce qu'après, la France s'est fondue dans l'Union européenne. Oui, ça c'est vrai. Alors, on va en parler justement. Quel rôle a joué l'Europe de ce point de vue-là ? Totalement déterminé. Mais juste auparavant, la question que je voulais vous poser, c'est que, est-ce que vous croyez, enfin, ce que vous avez senti, est-ce que les Verts, parce que c'est une question qu'on se pose, est-ce que c'est un sentiment religieux, est-ce qu'en dehors de sincérité, pas, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se disent, c'est pas possible, le nucléaire, oui, il y avait les déchets, mais avec Superphénix, on va en parler, etc., on avait amélioré la chose. Absolument. Les déchets n'étaient plus le danger mortel que ça représentait, vous savez ça 10 fois mieux que moi. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi pour eux ? C'était vraiment, est-ce que c'est devenu, je dirais, les... Ils manquaient de corps de doctrine et donc ils se sont rabattus sur l'énergie en pensant que, au fond, la théorie selon laquelle le soleil et le vent allaient permettre de donner au monde l'énergie dont il avait besoin était la réponse. On est dans un rêve. C'est la religion, enfin, c'est une religion. Qui est devenue une religion. Et toute technologie est bannie de tout ça. Donc, le soleil est là, le vent est là. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc, alors, le drame de l'émergence des Verts, pas pour moi, c'est qu'au fond, dans l'univers politique, ils ont été très forts dans les pays d'Europe centrale, et notamment en Allemagne. Oui, bien sûr. L'Allemagne est un pays industriel. C'est un pays dont toute la force, toute l'énergie, toute la puissance vient, pour l'essentiel, d'une doctrine qui a été concomitante à la création de la Bundesrepublik, l'industrie et l'Ostpolitik. Et l'Ostpolitik, bien sûr. Donc, ce pays s'est construit autour de ces deux. Développé autour de cela, absolument. Elle était très consommatrice d'énergie, puisque très industrielle, et disposait de grosses ressources de charbon, et malheureusement de lignite, qui est du charbon de très très basse catégorie. Bon. Et donc l'industrie allemande, l'énergie allemande, l'électricité allemande, a d'abord utilisé les ressources naturelles du pays. La lignite et le charbon, qui au fond étaient fondamentalement la source de l'électricité allemande. Ouais. Jusqu'au moment où les préoccupations en matière d'environnement, d'émissions de CO2, etc., ont commencé à voir le jour. Et là, évidemment, les partis verts ont joué un rôle déterminant. En Allemagne, surtout les Grünen, enfin, ça a fait, oui. Et donc, l'Allemagne a été amenée à mettre au point, à inventer son tournant énergétique, l'Energiewende, leur transition énergétique à eux, mais 15 ans avant nous. Et la conséquence de cela a été, il faut arrêter le charbon. Ouais. Comment on arrête le charbon ? Ils avaient commencé à développer une compétence nucléaire. Oui, ils avaient commencé, c'est sûr. Ouais. Et donc, ils se sont dit, on va développer le nucléaire. Et puis, ils ont vu assez vite qu'ils ne seraient pas compétitifs avec les Français, qui avaient pris une avance considérable en la matière, et que du coup, le nucléaire, ce serait probablement un chantier qui n'allait pas les amener, je dirais, à la conquête du monde, parce qu'ils avaient pris un retard trop important. Et donc, dans leur énergie 22, et sous la pression des Verts, ils abandonnent le nucléaire, du temps de Merkel, et au fond, en se disant, c'est pas grave, le gaz russe est là. Ah oui, ça, oui, bien sûr. Et toute la stratégie allemande, on a le gaz russe, on va s'en sortir. C'était d'amener tout le gaz russe par des infrastructures de transport en Allemagne. Je me souviens d'avoir été à l'origine, enfin d'avoir participé à un grand projet qui était un gazoduc qui partait de la mer Noire et qui arrivait en Turquie pour l'Europe du Sud, qui s'appelait South Stream.
Ah oui, oui. Et que les Allemands ont fait des pieds et des mains, avec l'aide des Américains, pour faire stopper ce projet et le remplacer par Nord Stream 2, pour que non seulement ils aient une première adduction qui amène le gaz, mais que les deux Nord Stream amènent l'ensemble des ressources russes vers l'Allemagne qui dispatchera ensuite. Et là, nous gardions, nous, Allemands, la prééminence, comme on dit, etc. Là. Parce que le gaz russe était à des prix très compétitifs. Bien sûr, bien sûr. Et que du coup, c'était une alternative au charbon. Et donc... Et là, d'un seul coup, la crise russe arrivant, ils se sont retrouvés dans une situation hallucinante qui a mis complètement à bas toute leur stratégie, qui a pratiquement amené à la faillite les deux grands électriciens allemands qui étaient à RWE pour la Ruhr et Preußen Elektra qui a été rebaptisé Veba pour l'Allemagne du Nord, et qui du coup se sont trouvés à être obligés d'être secourus par la République fédérale. Ouais. Et à ce moment-là, il était impensable pour l'Allemagne que la France garde l'atout formidable que représentait EDF en matière de compétitivité économique. Donc il fallait se battre contre le nucléaire français. Il fallait casser EDF. Il fallait casser EDF. Ouais. Ça, alors c'est très intéressant parce que ce que vous dites, et vous avez vu qu'il y a encore 2 ans, ils ont fêté la disparition de la dernière centrale nucléaire allemande. Oui, alors ils fêtent moins aujourd'hui. Là, il n'y avait plus rien. Il y en avait 3, mais je me rappelle que pour un certain, c'était une fête. Bien sûr. On est débarrassé des centrales nucléaires. Non, mais c'est... Et alors, dites-moi, cette guerre que vous avez évidemment suivie, vécue, cette guerre germano-française, justement, en disant la France, ils sont vraiment très avancés. Toute la doctrine bruxelloise. La doctrine de Bruxelles. Oui, oui. En matière énergétique, oui. A été conçue par les Allemands. Entièrement. Quasi. Bah oui, quasi, d'accord. Fabriquée, imposée par les Allemands. Surtout avec la sortie de la Grande-Bretagne. Bien sûr. Là, les Allemands dominent absolument Bruxelles. Et toute la doctrine bruxelloise, c'est une doctrine allemande. L'ambition de cette doctrine, c'est de tuer EDF. Il fallait supprimer cet atout compétitif. Ah oui. Ce que j'ai dit lors de mon audition à l'Assemblée nationale, commission d'enquête. Commission d'enquête, oui. Tout en précisant que moi, j'en veux pas aux Allemands. Je ne peux pas en vouloir aux Allemands d'avoir fait ce qui était l'intérêt de l'Allemagne. Non, bien sûr. Mais enfin, j'en veux un peu au gouvernement français de ne pas avoir défendu la France. C'est ça. Pourquoi a-t-on laissé faire? Enfin, on peut quand même se poser la question, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais par exemple, est-ce que chez nous, alors justement, encore une fois, chez nous, enfin on parlait de Voynet et Jospin, et ça vous étiez encore là en train de présider EDF, mais vraiment on n'a pas encore compris, on a lu beaucoup de choses là-dessus, mais comment il se fait, est-ce que c'est à ce moment-là, parce que là quand même, il y a une espèce, je ne sais pas si ça confine au masochisme ou à la commedia dell'arte, qui, j'ai pas de dire, a eu dans le gouvernement français ou dans les autorités, etc., l'idée de créer sa propre concurrence. Je dirais ses propres parasites. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est la doctrine européenne. C'est l'Europe, ça. Oui. L'Europe a inventé... Alors c'est juste avant mon arrivée... Non, c'est au moment où j'arrive chez EDF, à peu près dans les années 2008-2009. Moi, j'arrive fin 2009. Les Allemands, pour faire imploser EDF, inventent une doctrine qui est assez simple, d'ailleurs. Ils avaient inventé, il y a quelques 50 ans, 70 ans maintenant, le slogan « La liberté par le travail ». Là, ils ont inventé « Le bonheur par la concurrence ». Ah, vous avez des comparaisons avec Arbeit macht frei, c'était à Auschwitz, hein, le travail rend libre. Et là, c'était... Le bonheur par la concurrence. Pareil. Vous ne pouvez pas être heureux si vous n'êtes pas dans un monde concurrentiel où vous avez la possibilité de choisir. La France, c'est un monopole. Burke. Vous ne pouvez pas être heureux avec un monopole. Le service public. Donc, pour être heureux, il faut de la concurrence. Donc, il faut casser ce monopole et créer de la concurrence. Qu'à cela ne tienne, on va le faire. Le gouvernement français obéit. Il dit bon, ok. Alors, il y a un seul producteur
en France. Oui. Donc on va obliger ce producteur à vendre 25% de sa production électronucléaire à ses concurrents. Comme ils n'existent pas, on va créer des traders. Extraordinaire. Donc, oui, ce n'est même pas à des prix défiant toute concurrence, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Non. Voilà. Donc, c'est magnifique. Ouais. Puisque le coût de revient d'EDF est autour de 60 € le mégawattheure, ouais. Eh bien, c'est simple. On va faire vendre 25% de la production électronucléaire à 36 €. Comme ça, au moins, les autres pourront vendre aux clients d'EDF l'énergie d'EDF en faisant de grosses marges. C'est formidable. Et c'est intéressant, ouais. Je me suis battu pendant plus d'un an ou presque un an et demi pour obtenir de haute lutte 42 €, qui n'a jamais été revu depuis. Mais alors, c'est d'autant plus cocasse qu'il n'y avait aucune obligation de production chez les concurrents. Ah oui, c'est ça. Il n'avait rien à... Oui, c'est vrai. Vous recevez, vous achetez, et puis voilà. On te vend à 20% en dessous du prix de revient. Oui. Du coup, EDF est obligée de monter ses prix, puisqu'elle ne peut pas vendre en dessous du prix de revient sans que ça soit compensé par une augmentation corrélée sur l'ensemble de sa production. Donc on augmente le prix pendant que toi, tu bénéficies des 20% sur le prix initial. Donc, moi, j'ai eu comme concurrent des gens qui se sont installés, ils ont vissé 4 vis. Un seul exemple, Direct Énergie. Oui, donnez des exemples, c'est intéressant. Ouais. Direct Énergie s'est créé, alors avec deux types géniaux d'ailleurs. Alors c'est une société, on crée Direct Énergie. Direct Énergie vous achète à vous au prix plus que cassé, quoi. Au prix bradé. Oui. Et ils se sont vendus 2 ans et demi plus tard à Total pour 3 milliards d'euros. C'est beau. C'est formidable. Ah, c'est poétique. C'est poétique. Donc, il y a une vraie création de richesse. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est une répartition de richesse différente. Si on prend chez l'un pour... et ça, c'est un seul exemple. Il y en a eu combien comme ça? Il y en a eu 7, 8. Enfin, disons, ouais. Donc, mais quand je lis, moi, que Engie vous propose de l'énergie verte, achetez-moi à moins 10% d'électricité verte. Ce que je disais, commission d'enquête, autrefois, il y avait un bureau de vérification de la publicité, quand j'étais jeune. Oui, le BV, bah oui, le BVP. Pour que les gens ne racontent pas n'importe quoi. Bon, en quoi elle est verte? Justement, avec l'oubli, c'est celle d'EDF. Électricité verte. Mais il n'y a pas de vert. Intéressant. On achète des certificats sur un marché financier, avec le label. Vous mettez le label, elle est verte. C'est magnifique. Alors moi, j'avais l'habitude de ça, parce qu'à l'époque, les rois de ça, c'était quand même les Suisses, parce que les Suisses nous achetaient notre électricité électronucléaire et la vendaient aux Italiens. Entre-temps, elle était devenue verte, puisqu'ils disaient qu'ils vendaient de l'énergie de leur barrage. Ah ouais. Et ils touchaient bien là-dessus. Ils vendaient plus cher parce qu'elle était verte. Ouais. Donc, en fait, c'était l'énergie nucléaire qu'on leur vendait, qu'ils vendaient aux Italiens en disant que ça venait de leur barrage, donc c'était vert. Ça s'appelle du blanchiment. Oui, les Suisses sont assez spécialisés dans le domaine. On ne leur en veut pas, puis ils sont bien placés pour ça, puisque géographiquement, ils sont sur le passage. Mais on a inventé le blanchiment en France. Mais donc, si je vous suis, je comprends bien, c'était parti de l'Europe, mais l'Europe allemande, qui disait on va quand même casser. L'Europe sous autorité allemande. Sous autorité allemande, oui, qui a réussi d'ailleurs. Mais dites-moi, alors, il n'y a pas eu, parce que vous avez, encore une fois, il ne s'agit pas de donner des noms, sans fit, mais puisque vous étiez là à ce moment-là, il n'y a pas eu quelques Français qui se sont dit, attendez, ça signifie quoi ça? Parce que quand on regarde ça de loin... Honnêtement, à l'époque, c'est pas faute d'avoir alerté. Oui, j'imagine. Mais non, il n'y a pas eu. Soit parce que, alors, un gouvernement finissant avant les élections ne voulait pas se brouiller avec les Verts, soit parce que le nouveau gouvernement, social au vert, ne voulait rien entendre. Tout ça a été... Donc, il n'y a pas eu de réaction. Et dites-moi, dans l'opposition, enfin, ce qui était l'opposition à l'époque, il n'y a pas eu des gens qui ont dit, attendez, qu'est-ce qui se passe au Brad, on fait... Quelques-uns, mais perdus. Mais après, oui. Extraordinaire, ça. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu parce que... En plus, compliqué. Ce que je vous dis là aujourd'hui avec la distance,
personne ne peut en douter. Mais à l'époque, le rêve de l'énergie verte, du renouvelable, faisait son chemin. On a... Ah oui, on se disait, c'est ça l'horizon incontournable de l'avenir. Voilà, l'éolienne, le panneau solaire. Il m'est arrivé de dire à mon prédécesseur chez EDF, pourquoi est-ce que en page de garde du rapport annuel, tu mets des éoliennes? Ah oui, ça en page de... Ah oui, c'est intéressant quand même, comme symbole. Bon. Et ça m'a toujours choqué. Bon. Mais... Alors maintenant, faisons un résumé, au fond, malheureusement brutal, malheureusement un peu douloureux. Il faut le faire. Ouais. Mais ramenons-nous 15 ans en arrière. Ouais. Au début du 21e ou en 2010 ou qu'est-ce que ça nous tienne. Et regardons qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Oublions toute cette... Oui. C'était bien de le rappeler, mais effectivement, l'opération chirurgicale. À l'époque où la production française était à 75-78% nucléaire, 13-14% hydraulique, et la pointe était par des centrales thermiques à flamme, c'est-à-dire essentiellement... Quand vous dites l'époque, disons 2010, quoi. Oui, c'est ça, 2010, d'accord. Même 2005, 2002. Oui, il y a 20 ans. Deuxième élection de Chirac. D'accord. Très bien. On avait le prix le moins cher d'Europe, 2,5 fois moins cher que l'Allemagne, par l'électricité. 20 ans plus tard, on a toujours le même parc. Aujourd'hui, on a toujours le même parc, évidemment. Puisque le parc nucléaire est le même. Ouais. Alors, on a fermé Fessenheim, et les 2 réacteurs de Fessenheim, 2 fois 900, 1800 MW, mais c'est remplacé par enfin, si je puis dire, Flamanville. Ouais. Donc, on a la même capacité de production électronucléaire. On a le même parc hydraulique. Donc, on a le même parc. Mais ça coûte combien? Et on consomme 12% d'électricité en moins. 12% d'électricité en moins. D'accord. La consommation française a baissé, contrairement à ce qu'on nous raconte. À cause de la désindustrialisation du pays, essentiellement. Oui. Donc, on était à l'époque autosuffisant et exportateur. On est aujourd'hui encore beaucoup plus exportateur. Parce que nous avons le même parc. Oui. Et que donc l'industrialisation ayant joué son rôle... Entre-temps, le parc, on l'a maintenu, entretenu. Enfin, compte tenu de l'amortissement comptable, machin, etc. Aujourd'hui, l'électricité devrait coûter entre 5 et 10% de moins qu'à l'époque. Et elle coûte 2 fois plus. Qu'à l'époque. Oui. C'est ça, 2 fois plus. Qu'est-ce qui fait que le prix de l'électricité a augmenté? La désorganisation du système, l'arrivée des renouvelables et toute la série des aberrations qui ont eu lieu, qui ont conduit à massacrer ou à abîmer fortement l'outil qu'était le système électrique français, sans aucune contrepartie. Et non. On ne peut pas ne pas se poser la question. Alors, juste, c'est très intéressant parce que, arrêtons-nous un tout petit peu sur ces renouvelables. Comment a été cueilli en dehors de la page du programme que vous citez votre prédécesseur? Non, mais pourquoi? Parce que c'était moderne, il fallait faire des choses. Mais non, mais je veux dire, comment c'est arrivé? Parce que vous avez connu ça. Qu'est-ce qui a fait? Ah oui, les éoliennes. Bon, j'ai compris pour les verts, à la limite. Mais on s'est dit, vraiment, les éoliennes, ça va vraiment remplacer. On ne pensait pas que quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de... Non, on disait, c'est ça. C'est la chose, quoi. Non, parce que je me dis, comment ça pénètre les esprits? Pas pour tout savoir. Oh, les esprits, c'est simple. Les esprits, c'est, au fond, c'est une manipulation de l'opinion publique. L'opinion publique s'est faite à l'idée que devoir tourner des moulins à vent, non, ça crée de l'énergie. Mais je parle en Allemagne, regardez l'Allemagne, c'est encore pire que chez nous, si je puis dire, puisqu'ils ont créé des parcs d'éoliens offshore dans la Baltique,
qui sont même pas reliés au réseau, parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'infrastructure de transport pour aller dans... la consommation est dans le sud de l'Allemagne et la production est dans le nord. Donc, ils en sont arrivés souvent à déconnecter les éoliennes pour pas que ça... Bon, parce qu'ils ont failli avoir le trou noir qu'a eu l'Espagne il y a quelques années. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé. Espagne et Portugal, oui. Donc, qu'est-ce qui fait que, pour ne pas avoir l'air retardataire, il fallait avoir du renouvelable. Ok, on va faire un peu de renouvelable. Un peu pour la forme, mais le un peu est devenu beaucoup. Et alors, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de technologie européenne, a fortiori française, en matière de photovoltaïque. J'ai acheté la dernière des entreprises françaises, européennes, qui avait la technologie photovoltaïque, on l'a laissé crever. Donc, elle est morte. Ouais, donc, Photowatt, ça s'appelait. J'ai racheté Photowatt avant de quitter EDF. Il n'y a plus que du chinois, donc on va acheter des technologies chinoises pour couvrir nos toits, nos champs, les églises. C'est entièrement chinois. 100%. 100%. Ouais. Tout ce qu'on fait, c'est du montage. C'est ça. Connexion. Même pas, il n'y a pas une production allemande, quand même. Non. Pas du tout. Ouais. D'accord. Il n'y a même plus tellement de production éolienne. Éolienne, ouais. Donc, voilà. Et donc, on a couvert, et donc, voilà. Ouais. Donc, et alors, le problème du renouvelable, évidemment, c'est qu'il est intermittent. Vous pouvez toujours couvrir la Suède de panneaux photovoltaïques. Il y a 6 mois de nuit. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Et les pointes de consommation, c'est la nuit quand il fait froid. Manque de bol. C'est sûr. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il n'y en a pas en Suède, ça. Ils ne sont pas assez fous pour ça. Mais en France, c'est la même chose. En France, alors vous voyez les parcs photovoltaïques à Hambourg. Mais alors, comme on est dans un univers où il faut compenser le manque de soleil par des subventions, moins il y a de soleil, plus il y a de subventions. Donc on fait encore plus de panneaux là où il n'y a pas de soleil. C'est amusant. Ce serait amusant si ce n'était pas le contribuable qui, à la fin, ça paye. Ça prêterait à rire si le contribuable n'en pleurait pas, bien sûr. Et donc, l'éolien peut produire de l'électricité, parfois à des coûts compétitifs, s'il est sur des couloirs de vent. Mais comme on ne veut pas défigurer les paysages, bientôt on va les mettre dans des creux, où il n'y a pas de vent du tout. Et puis, c'est plus supportable par les populations. Et donc, on les met offshore. Mais offshore, ça coûte beaucoup plus cher. Bien sûr. Et donc, les coûts de revient sont inconséquents par rapport au prix de l'énergie. Alors, Henri Proglio, aujourd'hui, on est en 2025, on est en train de parler. Aujourd'hui, mettons qu'on parlait que de la France, entre éoliennes et panneaux solaires et photovoltaïques, ça compris en pourcentage combien d'électricité aujourd'hui dans le paysage? En capacité de production ou en... Non, en production réelle. Bah ça dépend, parce que quand ça produit, on donne priorité d'accès au réseau, parce qu'il faut arrêter le nucléaire quand ça produit. C'est-à-dire, on arrête le nucléaire pour donner la priorité. Oui, on baisse, c'est ça. Oui. Seulement le nucléaire, c'est comme les hauts fourneaux. Pour être efficace, c'est une production constante. Bien sûr. Donc ça rend le nucléaire beaucoup plus onéreux et plus risqué en termes de sécurité. Oui, je comprends. De moduler les centrales nucléaires. Parce qu'on nucléaires. les arrête et donc il faut les reprendre. Il ne faut pas les arrêter, il faut qu'elles baissent leur production, ce qui est très compliqué et coûte très cher. Et alors en potentiel, disons qu'aujourd'hui, si j'ai les chiffres, ça donne quoi? On ne sait pas. Aujourd'hui. À peu près aux alentours, enfin. Ça dépend du soleil et du vent. Donc, non, je sais, mais disons... Anticiper, c'est compliqué. Disons. On peut dire qu'en moyenne... Oui, en moyenne. 15%. 16%. Non, mais, pardon, pourquoi je vous pose tout ça pour ça? Non, mais ça ne sert à rien. Et ça? Ça ne sert à rien. Parce que si on arrêtait tout... Ouais. Moi, je suis un type assez rustique. On serait autosuffisant et exportateur. Ouais, c'est ça. Non mais c'est ça qui est scandale. Pourquoi se compliquer? Vous voulez dire on arrête tout, on est autosuffisant? Plus qu'autosuffisant, on est exportateur net. Et même exportateur? Bien sûr. Dingue. Non mais c'est... Ben, bien sûr. C'est aberrant. Et on vous dit, il faut tripler
le volume de photovoltaïque, décupler le volume existant d'éolien offshore. C'est ça le plan actuellement en Oui, discussion. oui, qu'ils ont présenté. Oui. Et 300 milliards destinés à ça. Mais je vais vous donner une petite... Mais à quoi ça rime? Mais je vais vous donner une petite... ce matin, c'était hier, je l'ai reproduit là, à la radio. Agnès Pannier-Runacher a dit ceci, et c'est, la cité, non mais, pour dire, et c'est au-delà d'elle, bien sûr. Il dit, voilà, vous comprenez, aujourd'hui, un enfant de 4 ans, 5 ans, il faut savoir que quand il aura 35 ans ou 40 ans, la température aura haussé de 4 degrés. 4 degrés, alors qu'on sait les... Et elle a dit comme ça, mais je veux dire, ministre, hein, la France, il faut savoir que la France se chauffe beaucoup plus que les autres nations. La France se chauffe, en tant que telle, la France est plus chaude. Non, mais comment on arrive... Qu'est-ce qui fait monter la température? Qu'est-ce qui fait monter la température? On nous dit que c'est les émissions de gaz à effet de serre. L'électricité n'en produit pas. Ben oui, c'est sûr. Je ne vois pas comment... Oui, oui. Au contraire, de mettre du photovoltaïque et de l'éolien, ça va accroître les émissions parce qu'il faut le fabriquer macroéconomiquement dans le monde. Alors qu'aujourd'hui, on a les outils pour ne rien émettre. Rien. Rien, oui. Oui, zéro émission. Et puis enfin... On a le parc hydraulique et le parc nucléaire qui permettent d'être totalement autonomes et exportateurs. Aujourd'hui, on a ça, oui. complètement, oui. à disposition. Enfin, oui, il existe. Non, mais c'est tellement parlant. Et on va, avec armes et bagages, on continue de nous faire Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est pas... Mais c'est une usine à subvention. C'est ça. Ça ne se justifie pour les investisseurs que par les subventions. Et les subventions, qui les paye? Ça vient d'où, les subventions? Du cher Monsieur le Président. Non, mais voilà, quoi. Taxpayer. Oui, c'est ça. C'est l'usine à cash. Allons-y, les gars. C'est fou. Non, mais franchement, il faut simplifier le sujet. Si on rentre dans des sophistications de raisonnement, on n'en a pas besoin. Voilà. Le parc existe. Oui, c'est ça, le parc. Ouais. C'est pas conditionné par ou soumis à telle ou telle condition. On a l'outil. Nos prédécesseurs l'ont conçu, réalisé, maintenu. On a un outil en parfait état de marche. Oui, oui. Bon. L'outil est là, l'instrument est là, l'espace est là, et les données sont là, quoi. Ouais. Donc, on revient à cette chose, cette équation magnifique. Quid du politique? Enfin, quand je dis le politique en général, là, je pense. C'est pour ça que pour accentuer le trait, je vais jusqu'à dire sortons de l'Europe de l'énergie. Ouais. Oui, c'est ce que vous avez dit. Mais pourquoi? Parce que plus on fait de concurrence interne, machin, plus on rend le problème insoluble ou compliqué. Quand il y avait un opérateur unique, avec un prix qui était un prix unique, ouais. Oui, un prix décidé par l'État. Oui, absolument. Par l'État français, par l'État national. Donc il y avait une régulation, ouais. Et le politique décidait du prix de l'électricité. Pas EDF qui se mettait du jour au lendemain à dire « je fais une augmentation des prix ». Donc, cet opérateur-là, qui avait accès à ses clients, puisqu'il gérait un système intégré et optimisé entre la production, le transport et la distribution, qui aujourd'hui n'est plus possible puisqu'on a séparé l'ensemble, qu'EDF n'a plus accès à ses clients, etc. etc. À l'époque, pas si lointaine, on avait optimisé un système électrique qui était remarquable et qui faisait référence dans le monde. C'est comme ça qu'on avait un prix imbattable. Oui, et qu'on exportait en plus. Voilà. Et que le français, le souci du prix de l'électricité n'était même pas un souci, je dirais, significatif dans la tête des gens. C'est-à-dire que si... Alors, je posais la question autrement, mais ça rejoint. Aujourd'hui, je fais appel à Henri Poglio, encore une fois, ouvrier de la première heure, comme on dit. Mettons aujourd'hui, nous avons le parc que nous avons, nous n'aurions pas cette suggestion, ces concurrences, on arrête les éoliennes, on arrête les panneaux, etc.
combien nous coûterait l'électricité aujourd'hui? Si, disons, on était à la situation... Ex-ante? Ouais. Oh, on pourrait baisser les prix entre 25 et 50%. On pourrait baisser entre 25 et 50%. Ouais. Ben, ça dit bien ce que ça veut dire. Ah, bien sûr. Et franchement, c'est-à-dire quand on vous écoute, et vous l'avez dit, vous l'avez répété, c'est très et c'est vraiment, vous avez répété devant la presse, et je vous écoutais à BFM Business, etc. Mais on se dit, mais attendez, il y a quand même des gens. Moi, vous savez que c'est extraordinaire en tirant le fil de la pelote dans divers sujets. Henri Poulio, je vous assure, et pas seulement l'électricité. On parle de choses. On se dit, on marche sur la tête. On se dit, mais attendez, ils ne sont pas tous complètement. Ils ont le dernier neurone qui se bat avant l'avant-dernier. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas ça? Pourquoi vous le voyez? Pourquoi un certain nombre de gens le voient? Et pourquoi ceux qui prennent les décisions, qui les anticipent? Alors, on dit oui, alors peut-être j'écarte les conflits d'intérêts, la corruption, ça existe partout. Bon, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Non, heureusement. Non, mais il y a eu la fascination bruxelloise, le fait de dire on ne peut pas ne pas. Mais l'Espagne est sortie de l'Europe Oui. système. Donc vous dites sortons de l'Europe de l'énergie. L'Espagne est sortie, le Portugal est sorti, ils se sont fait virer. Oui. Ouais. Non? Que je sache. Ils sont encore dans l'Europe. Oui, absolument. Oui. L'Espagne et le Portugal, oui. Bon. Alors, on dit c'est le mauvais élève. Bon, très bien. Moi, je veux bien être mauvais élève si ça peut rapporter aux Français. En l'occurrence, c'est clair. En plus, je veux vous dire. Et on pourrait exporter de l'énergie à un bien meilleur prix. Parce qu'aujourd'hui, comme on a une surcapacité de production, on l'exporte à prix nul. Et aujourd'hui, on baisse la capacité de production des centrales pour favoriser les renouvelables. C'est ça? On est obligé. Oui, on est obligé. Puisqu'on ne sait pas la stocker, cette énergie. Oui, bien sûr. Donc, le seul stockage d'énergie compétitif et efficace... C'est hydraulique. C'est l'hydraulique. Qu'on a voulu, d'ailleurs, parce que je me suis battu, c'est le premier combat que j'ai eu chez EDF. Quand je suis arrivé, il y a un traumatisme qui préoccupait les collaborateurs d'EDF, c'était la mise en appel d'offres des barrages. Ouais. Les barrages appartiennent à l'État français et sont gérés par EDF. Mise en appel d'offres. C'est une folie, là. Ça voulait dire qu'il y avait à l'époque des visites régulières. Ah oui, on vendait les barrages, on aurait vendu les barrages. Oui, il fallait faire des appels d'offres pour mise en appel d'offres de la gestion des barrages. Ouais. Alors on avait des Espagnols, on avait des Russes, on avait des Chinois, on avait des Canadiens qui venaient visiter nos barrages et qui s'apprêtaient à répondre aux appels d'offres. On est chez les fous, enfin. Je refuse. Mais c'est la règle européenne. Je refuse. Mais on va être sanctionné. Mais tant pis, on sera sanctionné. J'ai quitté EDF en 2015. Début 2015. Ouais. Fin 2014. Rien n'a changé. On est toujours dans l'illégalité. Ah oui, d'accord. Parce que normalement, les barrages... ils sont sur le marché, les barrages. Enfin, normalement. Ils devraient être sur le marché. Devraient, oui. C'est extraordinaire. Et on n'a jamais été sanctionné, mais oui. Ouais. Bon. Donc, on marche sur la tête au sens propre du terme. Parce que personne ne va vous donner en compensation pour un barrage qui va prendre l'équivalent de sa valeur effective, qui est la valeur d'optimisation du système. Oui, c'est-à-dire qu'un barrage vaut d'autant plus qu'on ne s'en sert pas, puisque ça stocke. Alors que celui qui va vous le prendre en gestion va vous payer pour le prix de ce qu'il produit. Et les barrages, ça stocke, alors que les centrales, non. Évidemment. Voilà. C'est formidable. Ça. Donc on a voulu désoptimiser le système. La règle voulue, encore une fois, consistait à déstructurer EDF. Oui, c'est ça. À désintégrer cet outil. En fait, c'est ça. En fait, ce que vous dites, c'est ça. Il fallait désintégrer EDF. C'est l'histoire d'une désintégration. C'est ça. Alors, ce que j'ai refusé par les barrages m'a été imposé sur les réseaux. C'est ça. Ouais. Où EDF est encore majoritaire, voire actionnaire unique, mais n'a plus accès à la gestion de ses propres actifs. Et qui gère? Ah, mais personne. RTE, c'est géré par une administration désignée par l'État.
C'est extraordinaire. Qui est l'outil d'optimisation du système électrique français. C'est-à-dire qu'EDF est privé de cet outil qui maîtrisait sa propre optimisation. Oui, c'est ça. Mais il produisait, il maîtrisait sa gestion. Et du coup, c'est RTE qui aujourd'hui fait les prévisions de consommation et qui dit qu'il faut tripler le volume de renouvelables. C'est intéressant, vous savez, ils ont été marxistes de la droite. C'est du passé EDF faisons table rase. C'est un peu de ça. Un peu ça, franchement. Il y avait un système que vous décrivez, il marchait quand même tout, plutôt. mais encore une fois, qui était la référence dans le monde. Dans le monde. Ah oui. Numéro 1. Ah, clairement. C'est fou quand même. Non mais l'histoire, elle est... Et à votre avis, aujourd'hui, pour, je vais terminer là-dessus, enfin terminer, on reparlera, on ne termine jamais là-dessus, mais Henri Proglio, est-ce que vous pensez que, non pas revenir en arrière, mais comment on peut, disons, marcher un peu moins sur la tête? Comment on peut rééquilibrer un peu tout ça? Est-ce qu'il faudrait, je dirais, soyons précis, un certain nombre de gens vous disent, moratoire, allez, sur l'éolienne, moratoire sur le panneau solaire, prenons le temps, mais arrêtons cette production. Non mais attendez, moi j'irais bien au-delà encore. Vous, pardon? J'irais au-delà de ça. Oui, vous faites quoi? Je dirais retour au passé. Pardon, je suis peut-être un homme dépassé, mais quand vous avez un objet, un outil, dans le domaine aussi sensible, qui est un outil industriel qui pèse des milliers de milliards d'euros en valeur. Rappelez. Parce que si vous considérez qu'un réacteur nucléaire vaut, 7-8 milliards, on en a 57. Ouais, quand vous voyez les barrages, des centaines de milliards s'accumulent, quand vous voyez les réseaux, quand vous voyez les réseaux, donc une entreprise qui fait plus de 100 milliards de chiffre d'affaires, qui optimise un outil essentiel pour la collectivité nationale, que vous voyez se faire détruire, c'est quand même pathétique. Ouais, ça c'est... Donc, au secours, aux armes aux citoyens, revenons à l'essentiel. Vraiment, mais vraiment. Et certes, pourrait paraître antédiluvien, je ne suis pas à la mode, ok. Mais est-ce que la mode ne doit pas être, de temps en temps, l'objet de critique? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'essentiel? Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Le service public de l'électricité. Exact. C'est le bon sens? Non, mais c'est même pas ça, c'est le bon sens. Est-ce qu'il faut priver la France d'un des atouts essentiels qu'elle avait en matière industrielle? Et après, on se plaint d'avoir un patrimoine industriel qui fout le camp. Et qu'on vend les bijoux de famille, hein, à l'encan. Enfin, bon, non, mais... Donc je suis assez raide dans mes propos parce que je pense qu'à trop financer, on finit par tout accepter. Évident. Mais ça, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, moratoire? On arrête de déconner. Bon, d'accord, c'est déjà mieux que rien. Déjà mieux que rien, mais enfin... Est-ce qu'il faut continuer? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce qu'il ne faut pas, juste de ce point de vue, si on vous suit, est-ce qu'il ne faut pas, là aussi, franchissons les limites, mais sans faire n'importe quoi, est-ce qu'on peut faire ça sans quelque part, non pas sortir de l'Europe, mais dire à l'Europe, écoutez, au-delà de cette... En tout cas, ça mérite qu'on se pose la question. Ouais. Et que parmi les revendications, les exigences qu'on a vis-à-vis de la culture européenne, dont je reconnais les vertus, etc., et les mérites, est-ce qu'il n'y a pas un sujet qui mérite au moins qu'on se raidisse un peu, et qu'au lieu d'accepter une case d'obéissance sans limite aux règles européennes, on mette le sujet sur la table? Ouais, ça me paraît... ça paraît la moindre des choses. Pourquoi Et qu'est-ce que ça rapporte à l'Europe? Oui, en plus. Non, mais ce que vous avez dit, c'est un mécanisme. En fait, il appartiendra à des esprits que l'on espère et à des esprits vertébrés, si je peux me permettre, de dire, bon, basta così, c'est parti de l'Allemagne, vous avez très très bien dit ça. C'est clair. L'histoire est partie comme ça suffit la France, elle nous... bon, et on a laissé faire, et puis voilà, on en est là, aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, vous avez vu l'histoire des ZFE, c'est les zones à faible émission, toujours pareil. Alors vous avez encore des voitures thermiques terminées, vous n'entrerez pas dans les grandes villes, bande de gueux.
Je veux bien, mais je sais pas, enfin, à un moment donné, il faut équilibrer les choses. Mais ce qui est extraordinaire, qui est frappant, c'est que vous avez aujourd'hui un gouvernement, mais encore une fois, c'est pas une question de politique droite-gauche, qui dit non, 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 mais on y va, il n'y a pas de problème. C'est ça, mais de quoi vous parlez? Non, non, mais Poglio, vous dites ça, mais non, 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 on va avancer. C'est-à-dire que, vous savez, le vrai truc, c'est que psychiquement, ils sont persuadés qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Je suis même pas sûr. Même pas? Parce que c'est quand même dingue, là. Dire, c'est... Non, en Si tout cas... j'étais sûr de ça, je pourrais, mais je ne suis même pas sûr. En tout cas, il y a un raisonnement qui nous donne des éléments. Ouais. Qu'on vous dise, voilà, bon, ok, non, on n'est pas d'accord pour telle et telle raison. Il faut du renouvelable parce que... Mais qu'on ne serve pas une espèce de bouillie pour les chats qui consiste à dire parce que c'est la mode. Non, parce que, voilà, on en a besoin. Mais là... Vous savez, Mademoiselle Chanel, Henri Poglio disait, la mode, c'est ce qui se démode. Donc, quelle mode? Mais d'ailleurs, on le voit. Mais la preuve. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les gens finissent par se poser des questions. Ben, bien sûr. Bien sûr. Ah, il y a le mouvement parce que les conséquences sont quand même terriblement importantes pour l'économie française. Oui, ça. Ça, il faut rappeler ça. Les déficits, les dettes, le pouvoir d'achat des ménages. Vous savez, les gens... Les petites entreprises qui ne peuvent plus payer l'électricité comme elles le payent. Regardez au moment de la crise électrique, la crise énergétique dite électrique, quand le prix a explosé à 1 000 € le mégawattheure. Et notre célèbre ministre des Finances de l'époque a dit « Bouclier, je protège les boulangers et les petits commerçants. Je leur ferai un prix 700 €. » Pendant ce temps-là, on vendait toujours à 42 à Total. Ah oui, c'est pendant ce temps-là, la braderie continuait, quoi. Le prix n'a jamais été revu. Jamais. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas touché. Non. C'est formidable. C'est formidable. Et moi, je disais, attendez, pourquoi on ne donne pas accès aux petits commerçants et aux boulangers à 42 € après tout? Moi, plutôt que de le vendre à Total à ce prix-là, je préfère le vendre à des gens qui en ont besoin. Bien sûr. Non, mais c'est très important, ça. Mais personne ne l'a dit. C'est vrai, vendons aux particuliers, petites entreprises, faites-leur des prix. S'il s'agit de saigner EDF, qu'au moins ça aille vers voilà. les Français. Voilà, s'il faut saigner la bête, c'est pas des concurrents n'importe quoi. Pas monsieur X, Y ou Z, coté à la bourse, et qui appartient à 60% à des Américains. C'est fou. Intéressant. Ça s'appelle le progressisme, oui. Eh bien, vous savez, j'ai envie de vous dire, et je crois qu'on peut conclure avec ça, c'est qu'un de ces jours, il faudra apprendre à bien volter, si me pourrait permettre ce jeu de mots. Non, mais parce que c'est politique. On revient toujours aux politiques, là, de la base. Moi, j'ai du respect pour le politique. Je considère que le politique est un art difficile. Oui, je suis moins. Enfin, je dis pour la politique, au sens étymologique. Oui, nous sommes d'accord. Mais à un moment donné, en tant que citoyen, petit problème. Je dirais, et en tant que patriote, j'ai envie de hurler, quoi. Et d'ailleurs, je le fais un peu, à ma manière. Mais en disant écoutez, halte au feu. Non, mais c'est important. Mais que vous le fassiez, que ça en change pas. Parce que vous avez été, encore une fois, moi je crois que les gens écoutent et vraiment écoutent, les gens dont ils savent qu'ils en parlent en connaissance de cause. Et aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas savoir, ça joue, alors je ne dis pas que ça va tout changer, mais vous êtes écoutés parce qu'on sait très bien ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Henri Poglio. Merci infiniment. Dans un monde inversé, où, comme dit l'écrivain, le vrai n'est qu'un moment du faux, eh bien, il faut soutenir ceux qui parlent vrai et qui parlent libre. Soutenez Tocsin en donnant vos dons au toxin-media.fr/cible et vous ne le regretterez pas.